voici de retour pour le Be My Guest avec une invitée que j'attendais d'interviewer depuis fort longtemps, puisque comme Stéphane, je vais être un peu en véritable fanboy pour cette interview. Harem Sunset Forever. Et donc c'est Muriel que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Et comme avec tous les invités du Be My Guest, forcément ma première question, ce sera te demander de te présenter en quelques mots. Merci Kevin, et merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Muriel, j'ai 42 ans, dont une grosse vingtaine d'années de rôliste GNiste. J'ai commencé à être organisatrice en 2004, donc d'abord dans un collectif qui faisait une chronique vampire. Et ensuite, on a fait quelques one-shots. Et à partir de 2011, j'ai commencé à organiser toute seule parce que j'avais donc sur des plus petits formats. Mais pour pouvoir avoir des thèmes et des sujets qui m'intéressaient plus. Donc, si on ne compte pas tous les petits huis clos formats, etc., j'ai vraiment deux gros jeux qui sont maintenant représentatifs de ce que je fais. Donc, le premier était Rêve d'absinthe, qui était un jeu d'aspiration historique et fantastique au sens classique dans l'Allemagne des années 20. Oui. Et donc Harem Sunset, qui était un jeu international situé à la fin de l'Empire ottoman, donc en 1913, juste avant la Première Guerre mondiale. Sachant que Harem Sunset a aussi eu la particularité d'avoir eu 4 sessions en France et également 2 sessions en République tchèque, donc co-organisées avec Rowling, qui m'a demandé si je pouvais amener le jeu chez eux. Et les sessions en France étaient bilingues, donc il y avait dont on reparlera peut-être d'avoir les langues diégétiques, donc en français et en anglais. Par contre, en République tchèque, on l'a fait jouer intégralement en anglais. Voilà, et pour finir, donc culturellement, en termes de GN, mes racines sont vraiment donc dans ce qu'on appelle le romanesque à la française, mais maintenant je vis actuellement depuis 5 ans au Danemark, donc où je vis avec mon mari et je suis en train de finir une thèse justement en sciences de l'éducation et les technologies éducatives. Et donc maintenant, mon autre gros pilier est effectivement la Scandinavie, en particulier ce qu'on appelle le Nordic LARP et toute la tradition et les métatechniques qui vont avec. C'est un beau parcours déjà, même s'il commence uniquement au jeu de rôle. Je sais que tu es par exemple également historienne avant ça, donc tu as encore plus de qualifications. Et forcément, ça me plaît en tant qu'historien. Pour ce qui est de la création, donc qu'est-ce qui... tu as parlé du fait d'avoir participé d'abord à une chronique avec d'autres scénaristes, puis d'être parti sur tes propres créations. Tu as parlé de l'envie de faire tes propres thèmes. Est-ce qu'il y a d'autres moteurs à cette envie d'écrire tes propres GN et de les mettre en scène ? C'était aussi donc bon, j'ai adoré organiser au sein du collectif, mais fatalement on avait des répartitions de rôles très spécialisées. Donc moi je faisais en particulier ce que je préfère toujours, c'est-à-dire la création de personnages et les micro-intrigues à un niveau très individuel. On avait un autre orga qui faisait l'histoire fil rouge, donc les gros éléments d'intrigue, et on avait un autre orga principal qui faisait toute la partie logistique. Et puis ensuite on avait encore d'autres, mais c'était les 3 gros pôles. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais aussi envie d'avoir une expérience complète d'orga, y compris à faire les choses que je ne faisais pas et sur lesquelles je me sentais pas forcément autant en confiance et autant compétente, mais avec cette idée que je ne serais pas une organisatrice complètement formée si je m'essayais pas aussi à ces aspects-là, en particulier ce qui me stressait le plus, comme la communication et la logistique. Mais effectivement, au bout d'un moment, pour être capable de remplir tous les rôles, il faut un peu mettre les mains dans le cambouis. Exactement. Tu parlais du style romanesque, on dirait style à la française. Je me suis laissé dire, notamment par des joueurs français qui étaient présents à Sahara et qui ont entendu parler de cette interview, que justement certaines de tes créations, et notamment des premières, je cite par exemple le Rêve d'absinthe, avaient été de celles qui avaient servi à définir ce terme, ce concept de romanesque basé sur tes créations. Merci.
Alors j'ai écrit un article sur le romanesque à la française qui est lisible sur ElectroGN. Globalement, historiquement, le terme de romanesque a vraiment été imposé par Frédéric Barnabé, alias Fredou, quand il a créé l'Agonie du poète, l'Agonie du poète, et Rêve d'absinthe est aussi largement l'héritier de l'Agonie du poète. Ça a été vraiment une période, donc début des années 2010. Faudrait citer Noces de cendre aussi. Ça a été les trois. Ça a été effectivement les trois jeux qui ont un peu contribué à définir le genre, mais spirituellement, enfin Noces de cendre et Rêve d'absinthe ont vraiment une filiation à partir de l'Agonie du poète. Là-dessus, effectivement, par rapport à ce que sont les codes et les canons du genre, Rêve d'absinthe a fait partie des jeux qui ont un peu posé les codes. Et en plus, c'est un jeu qui a eu énormément de rééditions parce que je l'ai réorganisé moi-même personnellement 6 fois. Mais ensuite, j'ai accepté de le mettre à disposition, sachant qu'il y avait que tout le matériel de jeu était stocké par l'association, par Roll. Et donc, je crois qu'ils sont allés jusqu'à... Oui, ils sont allés jusqu'à 13 ou 14 sessions, puisqu'à un moment, il y a eu plus de sessions que je n'avais pas organisées, donc c'est comme ça que je l'ai retenu. Et donc, effectivement, c'est un jeu qui a été aussi joué par beaucoup de personnes, donc qui, à force, a fini par avoir une certaine postérité. Mais après, il y a eu aussi énormément d'autres jeux qui ont participé du style romanesque, mais je pense aussi comme ils ont eu moins de réorganisation. Et puis que je fais aussi partie des rares organisateurs qui ont commencé aussi, du fait de mes expériences internationales, à documenter et à communiquer sur ce qu'ils faisaient, sur ce qu'ils écrivaient, sur leurs approches. Donc je pense aussi, c'est peut-être aussi pour ça que les gens se souviennent de Rêve d'absinthe, parce que en tant qu'organisatrice et théoriste un peu, j'ai contribué au discours de manière plus large. Donc je pense que c'est un peu un tout aussi. Alors justement, pour citer Rêve d'absinthe, j'ai eu l'occasion de lire les BG. Harem, j'ai eu l'occasion d'en lire au moins en participant. Et c'était un véritable plaisir à lire. Et justement, tes jeunes sont assez connus quand même pour la qualité de l'écriture. Question peut-être un peu abstraite. Comment est-ce que tu écris ? Comment est-ce que tu arrives à mettre sur le papier la personnalité d'un personnage, à créer à mettre sur le papier la vision que tu as d'eux et à la transmettre aux participants ? Alors, je dirais un premier fil directeur, c'est que je n'écris que des personnages que j'aimerais jouer, ou en tout cas vraiment dans lesquels je pourrais me projeter, ou que je peux imaginer être joué. Après, il y a un gros travail d'architecture, donc avec les classiques, des fichiers Excel, des graphiques, des éléments de relation, des listes de plots, d'éléments d'intrigue, des chronologies forcément. Inspiration historique. Et une fois que tous ces éléments-là sont alignés, j'ai une liste d'éléments de personnages, donc je commence à avoir vraiment la trame de leur histoire de vie. Et au bout d'un moment, il y a aussi la cohérence interne du personnage qui se font, à savoir que ils ont vécu ça, comment est-ce que se développe une cohérence psychologique à avoir. Et parfois, je dois faire des coupes parce que c'est OK, il y a tel événement, tel élément, non, ça va pas être cohérent. Donc ensuite on polie, et on polie. Et une fois que j'arrive vraiment à la partie purement rédaction, je rédige quasiment d'une traite, parce que tout a été placé. J'ai beaucoup réfléchi aux personnages aussi, à vraiment leur état d'esprit quand j'écris. Sur Harem, c'est moins vrai, parce que comme j'avais un public international, j'ai un peu ajusté. Mais à la base, quand j'écris les personnages à la première personne, donc avec le côté vraiment immersif romanesque, quand j'écris à la première personne, là, je me mets complètement dans le personnage, mais avec aussi une petite partie de la tête qui me met dans la peau du joueur qui va avoir à lire le personnage, donc pour créer un peu de contrôle derrière, de steering justement. Voilà, presque. C'est ça, un peu une position méta de comment est-ce que je peux aussi donner ce que va être le personnage à jouer, et amener le futur lecteur, lectrice, futur joueur, joueuse, à rentrer dans le personnage. Donc c'est un peu une espèce de dialogue indirect. C'est extrêmement intéressant. Je vais retenir ça pour mon propre processus d'écriture. Pour reciter ces deux-là, justement, Rêve d'absinthe, Harem Sensat, inspiration historique, en tout cas cadre historique, mais en tout cas pour citer ces deux-là, tes gènes sont parmi les seuls GN d'un véritable fond historique qui réussissent à donner
en tout cas à donner de véritables rôles féminins forts, à ne pas les oublier. Est-ce qu'il y avait à la base une volonté de ta part justement de rendre une place aux personnages féminins dans tes GN, ou est-ce que c'est venu naturellement? Non, alors ça pour le compte, je peux dire, ça a été très délibéré. Ça a même été une de mes premières motivations pour organiser. Bon, il y avait bien sûr tout le côté rendre à la communauté, mais il y avait cet aspect où j'avais envie de créer les GN que j'aurais envie de jouer. Et en particulier de créer des personnages féminins intéressants, parce que quand j'ai commencé le GN dans les années 2000, alors j'ai réussi à avoir des personnages intéressants, mais c'était pas toujours gagné. Et donc vraiment avoir une attention particulière pour les personnages féminins, en particulier pour les rendre jouables, savoir que alors à l'époque je parlais d'effet de levier, d'avoir des capacités à agir. Maintenant on parlerait plutôt d'agentivité des personnages. Mais c'est vrai que ça a toujours été une préoccupation. Et d'ailleurs dans les jeux que j'ai organisés, plus ça va, plus les questions de genre, en particulier les questions de représentation du genre féminin, de stéréotypes féminins, de déconstruction des stéréotypes féminins, de rôle des femmes dans la société, et aussi de la progression historique de l'émancipation féminine, ce sont des thèmes extrêmement importants. Oui. C'est un peu ce qui me semblait aussi. Je vais passer un peu à la partie peut-être plus nordique. Puisque depuis 5 ans maintenant tu es au Danemark. Est-ce que tu as écrit des GN au Danemark en danois? Non. non, je parle danois, mais pas assez pour jouer en danois. J'espère pouvoir le faire un jour, mais j'en suis pas encore là, donc organiser en danois, non, vraiment pas. Et donc tu te consacres plutôt du coup à l'international, vraiment moins à destination d'un public francophone? Alors oui, dans le sens où j'ai traduit certains de mes jeux en français, en anglais, et ensuite, et pareil à Ramsonsat, c'est un peu particulier parce que je l'ai organisé en France puis en République tchèque. Mais effectivement, depuis Ramsonsat, et j'ai beaucoup organisé aussi à l'international. Et forcément, c'est un peu différent. Il y a des choses à prendre en compte. Pour ne citer qu'un exemple, il y a les questions de différence de culture de jeu et de différence de communication. Et ça, il m'a fallu quelques organisations pour le comprendre, dans le sens où alors, les cultures de jeu, je savais qu'il y avait des différences. Donc ça, j'ai fait attention à bien expliquer ce que c'est que le romanesque, ce que c'est que le ton, qu'est-ce qu'on recherche, quel type d'expérience. Mais aussi le type de communication, parce que le français en général, et dans le cadre du romanesque encore pire, est extrêmement verbeux. Aime parler beaucoup, aime faire beaucoup de discours. Je vois ça où j'ai d'ailleurs des fois des difficultés en écriture en anglais parce que parfois j'écris en anglais comme en français, donc je fais des phrases extrêmement longues et derrière il faut que je taille du grain, littéralement. Et effectivement, les codes sociaux et les manières de se comporter sont différents. Donc il a fallu que j'adapte l'écriture par rapport à ça, que je synthétise énormément, parce que avec un public non francophone, en particulier non romanesque, on peut pas les attaquer directement avec 10 à 12 pages, hein, ou alors vous allez avoir des Finnois traumatisés sur les bras. Mais aussi coder clairement les codes de communication. Un autre exemple type, c'est pour tout ce qui est jeu de romance et de séduction. Ce qui, dans le romanesque, a des codes qui sont extrêmement intégrés et intériorisés, mais c'est pas forcément évident. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de joueurs internationaux venant sur Harem qui m'avaient fait beaucoup de surprises à jouer avec les Français et à quel point il y avait une espèce je ne saurais pas trop dire casual de normalisation en fait des jeux de romance, alors que dans un cadre purement nordique, ça va être anticipation, calibration, etc. Parce que voilà, c'est du jeu très intime, donc il faut faire très attention. C'est vrai que, mais en même temps, ce sont des codes qui ont été très intériorisés, donc ça ne va pas forcément de soi. Et donc j'ai commencé à développer toutes sortes d'éléments de communication ou de techniques spécifiques pour faciliter ces éléments de jeu qui une fois encore, ont été intériorisés et font partie des codes sur la scène française et en particulier romanesque,
mais pas du tout à l'international. Donc oui, ça c'est... Il a fallu calibrer justement pour réussir à s'adapter à ce public. Voilà, c'est ça exactement. Tu parlais tout à l'heure de ta thèse, justement, que je pense que tu as rendue. Rendue, pas encore soutenue. Pas encore défendue, oui, pas encore soutenue. Ça va venir. Si je ne me trompe, elle est quand même liée au monde du gène, et même très liée au monde du gène. Est-ce que tu peux... alors, pas présenter ta thèse en 180 secondes, on n'est pas dans un concours, mais est-ce que tu peux juste glisser quelques mots sur la thématique? Alors ma thèse pas directement liée au monde du gène, donc mon master que j'ai fait avant, donc c'était un master en sciences de l'éducation et où j'ai proposé un sujet sur le gène éducatif, donc testé dans une classe, pré-questionnaire, post-questionnaire, donc avec une vraie discipline, et j'aurais certainement aimé continuer sur le gène éducatif, sauf que pour avoir des financements, il faut faire du jeu numérique. Donc ma thèse est plus spécifiquement en design et technologie éducative, donc sur l'apprentissage actif et l'apprentissage par le jeu, mais là avec une application sur le jeu numérique, même si j'ai fait aussi un peu de recherche incluant du GN éducatif, mais pour le compte, c'est vraiment le GN qui m'a permis de faire cette seconde carrière dans la recherche. Donc je suis très reconnaissante au GN de m'avoir, entre autres, apporté ça. Mais ton master prouve quand même il y a au Danemark quand même une culture du gène et de la recherche théorique académique sur le gène qui est présente. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait spécifiquement ce master-là, parce que je savais que j'allais déménager au Danemark à cette époque-là, en espérant pouvoir y rester. Et effectivement, au Danemark, l'apprentissage par le jeu, les méthodologies actives, c'est quelque chose de très important, aussi bien du point de vue universitaire que du point de vue industrie. Et donc, effectivement, je me suis dit, j'avais déjà aussi créé, organisé des GN éducatifs dans mes classes, puisque j'étais enseignante avant. Et donc, je me suis dit, c'est un domaine que j'aime, que j'ai pratiqué. Donc je vais faire un master sur ce sujet-là. Et puis, ça me permettra d'avoir un point de départ pour peut-être faire autre chose. Et derrière, j'ai eu la chance de trouver une position en thèse. Donc, et c'est vraiment très intéressant. Puis on espère, et je pense que tout le public aussi, que la soutenance se passera au mieux. Après, donc on a parlé de toi en tant que créatrice, en tant que chercheuse académique et en tant que joueuse, en tout cas que géniste. Est-ce que tu participes encore à beaucoup de gènes pour le moment? Alors oui, bon, forcément un peu moins parce que il y a eu le Covid, c'est compliqué et puis bon, pas mal de travail en ce moment. J'ai aussi eu un bébé, donc ça n'aide pas. Donc voilà, ça joue, mais je continue à jouer. Ces temps-ci, j'essaye aussi de jouer plus proche de la maison pour des raisons tout simplement écologiques, pratiques et écologiques aussi. Donc ces temps-ci, alors toujours des jeux internationaux parce que une fois encore, je parle pas assez bien le danois, mais donc je joue pas mal au Danemark, je joue pas mal en Suède en particulier, où il y a le studio Atropos qui fait pas mal de jeux intéressants. Il y a certains jeux qui sont organisés dans le nord de l'Allemagne aussi. Il y a des sites de jeux qui sont pas mal utilisés. Donc j'ai pas encore joué là, mais je lorgne. Mais bien évidemment, j'essaye de revenir en France au moins une fois par an pour jouer en France. Déjà pour garder un contact là-dessus et puis aussi parce qu'il y a un vrai repos mental à jouer dans sa langue maternelle. Voilà, même si je maîtrise très bien l'anglais, c'est ma langue de travail, c'est quand même pas la même chose. Et puis de temps en temps en Belgique aussi, parce qu'il paraît qu'ils font des très bons GN là-bas, que les gens sont super sympas. Donc voilà, je garde aussi un œil sur la scène belge. Sur ces GN que tu fais au Danemark ou en Suède, outre évidemment la proximité, pour toutes les raisons que tu as évoquées, qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui t'attire? C'est quoi tes envies en tant que joueuse? Alors, je vais parler... Je vais parler d'un très très bon GN que j'ai joué récemment et qui pour le compte, à mon sens, était un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire parce que l'approche des personnages et de beaucoup des interactions était très très romanesque. Il y avait aussi les bons côtés nordiques. Donc c'est un jeu qui s'appelle Spoils of War. Qui est créé au Danemark donc par un collectif qui s'appelle Narrators Inc. Et Catherine Ville, donc qui est aussi la créatrice de Daemon qui va arriver en Belgique. Et donc pour le compte, donc c'est un jeu d'ambiance médiévale Renaissance, type Game of Thrones, mais on joue en fait simplement la fin de la guerre. Et la fin de la guerre est décidée d'avance. Donc quand on s'inscrit, on dit si on veut jouer du côté des gagnants, du côté des perdants. Donc
Donc il y a beaucoup de questions de comment on gère la fin de la guerre, comment est-ce qu'on résout, on ne résout pas les vieilles animosités. Et donc il y avait énormément de choses qui me faisaient vraiment penser à du romanesque, parce qu'il y avait des secrets de famille, même s'il y avait beaucoup de choses qui étaient en transparence. Il y avait des conflits. Il y avait juste une mécanique de jeu pour justement faire des réunions et des négociations qui était un peu mal gérée, qui était un peu lourde, mais tout ce qui était donc ça, c'était pour le gros niveau politique, mais tout ce qui était micro-intrigue était vraiment très intéressant. Et en même temps, il y avait ce que j'appelle vraiment le côté sharp, c'est-à-dire bien carré, structuré, voilà, des Nordiques. C'est-à-dire que toute la question de vous allez jouer la fin de la guerre, les camps sont décidés d'avance. Ce qui est intéressant, c'est de jouer vraiment la partie dramatique. Donc on sait dans quel camp on sera. Il y avait aussi un système pour avoir des prisonniers de guerre. Donc moi, le personnage que je commençait en tant que prisonnier de guerre. Donc il y avait aussi tout un intrigue par rapport à ça. On savait d'avance quel serait le planning. Donc premier soir, on joue juste avant la fin. Deuxième soir, on joue l'invasion du château et la défaite du camp perdant. Troisième jour, on joue les négociations, etc. Et la fin, pour le compte, la fin n'était pas totalement scriptée, mais il y avait quand même une indication. Voilà, il y a quand même une indication où une fois qu'on a fini, etc., les négociations, on peut commencer. Enfin, les personnages peuvent commencer à rentrer chez eux. Donc voilà, donc il y avait plusieurs. Donc c'est un jeu assez long, 3-4 jours. À l'intérieur, il y a aussi, plusieurs phases de calibration. Il y a une incitation à calibrer entre joueurs. En particulier, il y a une préparation et un calibrage avant pour la scène d'invasion du château et de fin de la guerre, parce que là, il y a vraiment des combats dans les couloirs, etc. Donc certains joueurs préparaient en disant voilà ce que. Comment je vais le faire pour que ce soit fait de manière sécurisée. Ça n'empêche qu'il y avait quand même des secrets et des révélations parce que une fois encore, il y a énormément de choses qui se passaient au niveau micro-interaction, micro-intrigue, donc qui pouvaient être gardées secrets. Et là-dessus, donc c'est un jeu qui a vraiment très bien fonctionné pour ça, pour montrer comment on peut avoir du mélodrame, des choses vraiment intenses, mais en même temps cette rigueur en fait pour de penser en termes d'histoire et de narration, mais aussi en termes d'expérience. Les Nordiques sont forts comme ça sur le côté expérientiel, donc pas seulement réfléchir à et ça a aussi énormément influencé ma pratique à moi en tant qu'organisatrice, ne pas penser seulement à quelle histoire je veux raconter, ce qui est une bonne chose aussi, hein, c'est une motivation, mais quelle expérience je vais donner à la vie. Donc une approche où on décentre un peu le point de vue du seul organisateur pour vraiment réfléchir en termes de co-création et à la création de la communauté. Là encore, c'est très nordique parce que culturellement, il y a cette idée que il faut pas se croire au-dessus des autres, il faut pas se mettre trop en avant. Alors, des fois, ça peut être un peu pesant. Mais ça fait que l'aspect communauté et collectif du GN est extrêmement central et j'aurais tendance à dire souvent extrêmement bien géré. Un très bon exemple en plus avec Spoil Software, j'ai eu de très bons échos également. Avant de me tourner vers le public pour savoir s'ils ont des questions, parce que je ne les vois pas, mais je suis sûr qu'ils en ont, je vais poser juste une question de curiosité. Tu es sur des projets d'écriture pour le moment. Est-ce que tu es sur des projets qui vont bientôt sortir ou que tu vas bientôt annoncer ou sur le long terme ? Non, pas vraiment de gros projets actuellement parce que ça a été des années un peu chargées. J'ai quand même un vague début projet qui serait de faire un format très court, inspiré par la comédie musicale concept album Hadestown. Donc qui est en fait le mythe d'Orphée, Eurydice et Hadès et Perséphone, mais dans un cadre années 30, donc avec une thématique qui est celle aussi des travailleurs, des mineurs, de la crise économique, donc une ambiance un peu poisseuse et à mon sens ça pourrait faire un GN très intéressant, donc j'ai commencé à lister des idées dessus, mais c'est pas pour tout de suite. La soutenance d'abord. La soutenance d'abord, et puis après, quand est-ce qu'on s'inscrit ? Je vais me tourner une première fois vers le public pour savoir s'ils ont des questions.
Nous en avons une. Du coup, je reviens un peu sur au début de ton interview, quand tu as parlé du passage de rôle à l'organisation solo. C'était bien de rôle dont tu parlais. Oui, alors j'organisais toujours chez Rôle, mais je suis partie d'une organisation en groupe à une organisation solo, oui. Voilà. Est-ce que c'est pas super chaud d'organiser tout seul? Parce que du coup, en fait, moi, personnellement, ça me paraît complètement insurmontable. Comment est-ce que tu fais pour faire le grand écart de la gestion de l'écriture, de la gestion des joueurs en jeu, de la gestion de la logistique, de la gestion... Enfin, ça me paraît dingue, mais... Bon alors, donc déjà, c'est pas le même format. Quand j'étais en collectif, on organisait de 60 à 80 personnages toute seule, mais... Rêve d'absinthe, c'est 20 personnages. Harem Sonsat, 26 personnages. Mais j'écris relativement vite, donc ça c'est l'avantage. Et ensuite j'ai la chance d'avoir des très très bonnes équipes PNJ. Donc naturellement, je gère énormément de choses. C'est très fatigant, il y a tout un discours sur la question du burn-out des orgas, mais... Et pas forcément cette discussion-là. Mais j'ai la chance d'avoir des très bonnes. Donc, en particulier, Rôle était très bien pour ça, à aider à recruter une équipe cuisine, à recruter une équipe PNJ. Donc la partie cuisine est entièrement déléguée à vraiment des co-organisateurs qui sont spécialistes de ce genre de choses. Et ensuite, à chaque fois, j'ai une équipe PNJ avec une gestion stricte des PNJ en disant tableau Excel une fois encore. Donc voilà ce que vous devez faire à telle heure on prépare le déjeuner, je prépare des scènes PNJ, des petites interventions, donc chaque PNJ c'est ce qu'il a à faire et ça permet de soulager aussi. Et le modèle d'écriture que j'ai avec le romanesque, c'est aussi quand même un modèle où il y a des interventions orgas, il faut écrire les lettres, il faut écrire la communication, réagir, mais l'essentiel de l'intrigue reste quand même, là encore, au niveau des interactions personnelles, etc. Donc ce sont quand même des choses où les joueurs se gèrent largement eux-mêmes. Et en même temps, il y a quand même l'avantage de... quand on organise seul, on a un complet contrôle sur ce qu'on fait. Donc j'ai beaucoup aimé jouer en équipe, mais la liberté de pouvoir faire exactement ce que tu veux sans avoir à compromettre, de dire telle intrigue va pas, ou alors il faut faire de la place pour telle autre intrigue qui n'a pas forcément l'air bien ficelée, mais bon, il faut bien que tout le monde contribue. Donc à mon sens, il y a des avantages et des difficultés aux deux. Donc ça dépend du projet, ça dépend de l'équipe, comme toujours, ça dépend. Bonjour. Alors, c'est une question que je pose et qui est vraiment assez liée à mon point de vue. Donc, je vais partir de ça. Donc, moi, avec moi, une expérience principalement de GN dans les espaces francophones, que ce soit au Québec, en France, donc aussi venant un peu d'une culture romanesque initiale comme toi, et ici d'être venu en Belgique. Et que je pose avec aussi mon regard extérieur sur ce qu'est devenu la communauté du GN international et du GN nordique, au sens où j'ai l'impression qu'il y a plein d'espaces, typiquement en Espagne, typiquement en Italie, typiquement en Belgique, où j'ai vu le GN, vraiment, où j'ai l'impression que sur les 6 dernières années, il y a eu des éléments d'évolution notables et massifs, de remise en question en termes de design, et où peut-être que c'est parce que c'est là d'où je viens et que j'ai une vision biaisée, j'ai pas l'impression que ça évolue de la même manière ou aussi rapidement en France, ou pas forcément par les mêmes espaces. En fait, j'ai plus le sentiment qu'il y a plusieurs scènes qui sont morcelées, qu'il y a une scène très tradie, qu'il y a une scène romanesque, qu'il y a une scène expérimentale avec une certaine perméabilité sur les deux autres, et que, du coup, est-ce que... comment tu verrais des moyens, on pourrait essayer de... Est-ce que tu penses déjà qu'il y a une nécessité, comme moi, de faire évoluer le GN tel qu'on le voit en France? Et comment? Vaste sujet. Vaste sujet. Alors le premier point, je vais dire, je suis d'accord avec toi sur certains éléments du constat, mais pas tous, dans le sens où
Clairement, l'évolution par imprégnation de la culture nordique, en particulier des métatechniques et du fond documentaire du gène nordique, est effectivement bien plus visible et est arrivé plus lentement en France. En France, Belgique, je sais moins. D'abord pour une raison principale de barrière de la langue et d'échanges internationaux. Parce que moi, très souvent, quand je suis internationale avec des amis, ce qu'on me dit très souvent, c'est ça a l'air super bien ce qui se fait en France. Dommage que ce ne soit qu'en français. Parce que, et aussi parce qu'il y a un petit groupe de joueurs français et belges qui sont allés à l'international, qui en viennent des choses. Mais par rapport à la taille de la communauté francophone, qui est quand même assez grande, ça reste quelque chose de très marginal. Donc il y a un côté effectivement un peu insulaire du gène francophone, mais qui est culturel aussi, de la même manière que la francophonie est un peu son identité à part entière. Là-dessus, à mon sens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transmission par capillarité, juste que ça se fait plus lentement et que ça se fait de manière différente. Parce que, comme tu dis, en Espagne en particulier, qui est une scène que je connais bien, ça a été vraiment absorbé dans le sens où on va faire des blockbusters de type internationaux, l'Italie aussi, l'Allemagne c'est un peu particulier aussi parce qu'ils ont aussi leur propre culture vis-à-vis du masla. Mais c'est vrai qu'il y a une appropriation qui est beaucoup plus directe. Alors avec des adaptations culturelles, hein, l'Espagne et l'Italie en particulier ils ont essayé d'avoir cette appellation du gène méditerranéen, donc le nord du sud, ce genre de choses. Mais effectivement c'est plus une appropriation directe, alors que moi-même, quand j'ai commencé à avoir cette influence du gène nordique, après avoir fait mes premiers gènes internationaux, je voulais que ce soit d'inspiration nordique, avec une appropriation des métatechniques, mais tout en restant du point de vue des racines, fermement ancré dans le romanesque. Et au final, il y a eu quand même une fois encore, je dirais une imprégnation par capillarité, une intégration d'un certain nombre de techniques. Je pense en particulier justement le discours sur la transparence, qui au départ a été accueilli avec un peu les hauts cris, qui maintenant est intégré dans le sens. Il y a toujours une réticence à la transparence parce que le romanesque adore ses secrets, mais il commence à y avoir une compréhension oui, il y a certaines choses sur lesquelles il faut communiquer, sur les questions de sécurité émotionnelle, de lettres d'intention. C'est venu aussi sur les techniques. Je pense alors, c'est une technique qui a ses problèmes. Je pense que l'exemple de l'Arsamandi, c'est aussi une bonne illustration. C'est une technique, quand on a commencé à en parler, c'est pareil, il y avait beaucoup de résistance. Donc j'ai créé un format court qui s'appelait Les Fleurs de mai, qui était spécifiquement pour essayer d'introduire cette technique, de dire, voilà, expérimentez en 4 heures, mais voyez un peu ce que ça fait. Et qui ensuite a été réutilisé par d'autres jeux. Donc, est-ce qu'il faut faire évoluer les GN ? Oui, et dans le sens de toute manière, je pense que le GN évolue parce que les interrogations ou inquiétudes sur le fait que le GN évolue pas assez ou trop ou autre, je les entends depuis 20 ans et je vois quand même le GN évoluer, mais comme tout phénomène culturel, en particulier de construction médiatique, parfois c'est une évolution qui est lente parce que ça se fait par absorption et contact. Je pense que l'évolution est relativement positive, parce que là encore, il y a un certain nombre d'éléments et de facteurs d'évolution qui ont mis leur temps à arriver, mais qui ont été intégrés. Ce que j'aimerais voir plus, c'est effectivement des gènes internationaux. Et là encore, j'espère que les jeunes générations qui sont plus facilement communicantes en anglais y viendront, parce qu'effectivement, pour moi, c'est resté une grosse barrière. Et malheureusement, ça c'est vraiment le point à déplorer. Mais bon, le discours sur les raisons de la barrière linguistique français-anglais et tout ce que ça sous-tend en termes d'éducation, de culture et d'histoire, ça serait complètement un autre exposé. Et voilà. Voilà. Alors d'abord j'ai adoré.
Organiser avec des langues diégétiques, c'est plus compliqué parce que ça donne moins de flexibilité, en particulier en termes de distribution des rôles. Donc pour Harem Sunset, le principe sur l'édition bilingue, il y avait un tiers de rôle pour anglophones seuls, un tiers de rôle nécessitant des participants bilingues, donc qui étaient des joueurs barrières, et un tiers de rôle pouvant être joué essentiellement en français, mais en donnant la possibilité de jouer l'anglais. Donc dans la diégèse du jeu, l'anglais était le turc, la langue officielle, et le français représentait la langue diplomatique globale. Et donc il y avait un petit groupe d'Européens de différentes nationalités, mais qui pouvaient parler français entre eux. Et avec cette idée que les joueurs français, pas sur deux, pouvaient prendre ces rôles francophones, mais en disant si vous parlez un peu d'anglais, c'est le niveau de turc de votre personnage. Et ça a extrêmement bien marché, parce qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient pas sûrs, est-ce que je vais pouvoir jouer, est-ce que je vais pouvoir faire passer les émotions dans une langue étrangère et puis qui finalement se sont lancés, parce qu'une fois que tout le monde est là, ça actionne aussi un peu l'interrupteur du changement de langue, et ça a mis aussi beaucoup de joueurs en confiance. Donc pour ça c'était un pari gagné, et ça a très bien marché. Donc une fois encore, avoir des langues diégétiques, c'est compliqué. Dans certains cas, ça peut être excluant. La semaine dernière, il y a un jeu en Norvège qui a été joué qui s'appelait Allegiance, donc qui était un jeu guerre froide avec différentes ambassades, et chaque ambassade devait être jouée par des gens de la culture parce que les langues étaient utilisées en jeu. Alors les participants font des retours très positifs, mais effectivement, ça a frustré certaines personnes qui, n'étant pas des pays représentés, ne pouvaient tout simplement pas s'inscrire en jeu. Moi, il n'y a pas de problème, parce que tant que c'est pas le cas de tous les jeux, tous les GN ne sont pas pour tout le monde, et là, vouloir faire quelque chose autour de ces questions culturelles, c'était vraiment intéressant. Donc sur la session tchèque, j'avais espéré pouvoir inverser ça en faisant tchèque-anglais plutôt que français-anglais, mais j'ai pas eu assez de participants, donc on a fait un anglais pur. Donc ça a enlevé une dimension intéressante, parce que les questions de différence de langue, c'était une partie du jeu, mais c'était pas une partie centrale. Donc c'était dommage qu'il n'y ait pas cet élément-là, mais l'expérience de jeu par ailleurs était la même. La seule différence notable, je vais prendre un peu de temps pour raconter cette anecdote. Donc dans Harem Sunset, il y a des personnages donc j'ai repris un peu la situation qui était celle des empires multiethniques, donc de l'Empire ottoman, de l'Empire austro-hongrois, avec des minorités ethniques. Et donc il y a certains personnages qui proviennent d'une minorité ethnique de l'Empire, et qui peuvent avoir la possibilité de déclencher une guerre civile pour essayer d'obtenir leur indépendance en tant que nation, en tant que peuple État-nation. Sur les sessions françaises, dans certains cas, ça avait été déclenché, dans d'autres cas, non, ou alors vraiment complètement à la fin. Donc j'organise en République tchèque avec une productrice locale, la formidable Josefina Louisa, et elle me dit cette intrigue donc de cette minorité. Les joueurs vont se ruer dessus. Ils vont te déclencher la guerre en quelques heures. Je lui fais ah bon, t'es sûr? C'est quand même un gros point. Elle me fait non, si, crois-moi. Donc c'est un jeu qui se joue sur entièrement une journée, début tôt le matin, fin tard le soir. Donc une fois encore, la plupart du cas, parfois il n'y avait pas de guerre, parfois ça arrivait vraiment sur la fin, parce qu'il y a des événements qui construisent ça. Sur les 2 sessions tchèques, la guerre avait commencé avant l'heure du déjeuner. Et c'était vraiment une différence tellement flagrante. Et c'est vrai qu'après j'y réfléchis, je fais la République tchèque, qui a été une minorité dans l'Empire austro-hongrois, qui a ensuite été sous contrôle soviétique, qui est encore quelque chose de très fort, hein, même pour les générations de notre âge. Je fais oui, ça ne résonne pas de la même manière. Ils ne se sont pas emparés de cette partie-là de la même manière, parce que pour les joueurs tchèques, tout de suite la connexion s'est faite. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup fait réfléchir sur les différences culturelles, parce que moi, je pensais en termes de culture de jeu, etc. Mais aussi la culture historique a un impact dans la manière dont on va s'approprier un certain contenu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du public. Je ne vois personne réagir pour le moment. Non.
Du coup, s'il n'y a plus de questions du public, je ne vais pas non plus te retenir trop longtemps avant de te laisser entre les mains expertes de Rachel et Dan pour le Place aux joueuses. Mais malgré tout, je finis tout comme pour toutes les interviews par est-ce que tu as un dernier mot que tu veux adresser à nos spectateurs ou ici au public de Bétalarp? Non. Une question, Déjà une fois encore, merci. Je suis vraiment très contente d'être ici parce que j'ai toujours beaucoup aimé être à Bétalarp, mais je n'ai pas pu faire les derniers fatalement. Et puis les dernières années, pour les questions d'organisation, ça a été un peu difficile. Maintenant, organisation, c'est encore un peu une route à crevasses, mais ça fait quand même du bien de voir que la communauté aussi, c'est aussi un peu serrer les coudes dans le contexte des annulations, des reports, etc. Mais malgré tout, je reste très optimiste puisque la question a été posée sur l'avenir du GN, parce que en 20 ans de pratique, y compris sur les questions éducatives et professionnelles, j'ai vu beaucoup de choses aller dans le bon sens, avec des questionnements qui permettaient d'améliorer la pratique, avec des avancées, une fois encore imparfaites, mais sur des questions d'inclusion, d'égalité, des sujets qui étaient non existants et qui maintenant font partie de ces questions-là. Ils ne peuvent pas être simplement ignorés ou brossés sur le tapis. Donc bien évidemment, c'est une pratique, c'est toujours imparfait. On peut toujours faire mieux, mais moi j'ai envie de finir sur une note positive, parce que si on est encore là, c'est bien que c'est quelque chose de spécial. Eh bien, merci en tout cas pour ces mots d'espoir pour finir cette interview. Et je vais pouvoir, pour la suite de l'émission, lancer la pause avant le Place aux joueuses.